Bonjour, bienvenue au balado Briser le silence. Aujourd'hui, on reçoit Cynthia Laura Petit-Maître, qui est intervenante à la Maison pour femmes immigrantes. De quoi on parle aujourd'hui, Béatrice? On va parler de la réalité des femmes immigrantes là, qui vivent des violences sexuelles. Bonne écoute! Bonne écoute! Notre balado aborde les violences sexuelles et leurs conséquences. Il peut aussi être question de traumatisme, de violence, de suicide, de consommation, d'automutilation et autres. Cet épisode s'adresse à un public averti. Bienvenue à Briser le silence, votre balado traitant des violences sexuelles, de consentement et des dynamiques de pouvoir entre les individus. Votre animatrice ainsi que ses invités échangeront sur ces réalités qui concernent l'ensemble de la population. Merci d'être à l'écoute. Ensemble, brisons le silence. Bonjour, bienvenue à cet épisode, nouvel épisode du balado Briser le silence. Je m'appelle Marie. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Béatrice. On accompagne, on reçoit Cynthia au podcast. Moi, vous m'avez déjà vu dans les épisodes avant, fait que je me présenterai pas, mais je vais laisser mes deux animatrices se présenter. Béatrice, est-ce que tu veux commencer? Oui, moi c'est Béatrice, je suis intervenante à Via le Secours depuis 2022. Sinon, moi j'ai fait un bac en travail social, j'ai aussi fait un certificat en criminologie. Donc je suis en fait plus précisément ici depuis 2021 car j'ai fait mon stage ici à Via le Secours. Voilà, donc peut-être je peux faire une parenthèse sur qu'est-ce qui m'a amené à travailler avec les femmes, toutes les personnes qui sont victimes de violences, là, plus précisément les femmes. En fait, moi, on en parlait hors d'onde un peu tout à l'heure, là, mais moi, c'est le film Fleurs du désert. Donc, ça explique un peu l'histoire d'une femme somalienne qui est devenue une mannequin là, vraiment de renommée. Puis, elle a dénoncé, en fait, l'excision qui était faite aux femmes dans son pays. Puis, elle a fait affaire aussi avec l'ONU. Je pense qu'elle était ambassadrice ou je sais pas trop. Puis, grâce à elle et plusieurs autres personnes, évidemment, il y a plusieurs je sais pas si c'est des États, mais en tout cas, il y a plusieurs places en Afrique qui ont fait en sorte que c'est devenu criminel. Fait que moi, c'est vraiment à partir de là que j'ai pris conscience qu'il y avait des injustices, de la discrimination envers les femmes. Puis, là, à ce moment-là, c'était l'excision. Puis, ça m'a ouvert la porte à tout ce qui a rien avec le féminisme. Donc, c'est pour ça que je suis à Via le Secours. Puis, toi, Cynthia, je te laisse te présenter. Oui, bonjour les filles. Comme tu l'as déjà dit, je suis Cynthia Laura Petit-Maître et je travaille à la Maison pour femmes immigrantes comme agente de liaison. Ça fait à peu près 1 an. Et bien avant ça, je suis du côté d'études. J'ai eu un baccalauréat en travail social et j'étais venue ici pour faire ma maîtrise en sociologie à l'université là-bas. Du coup, c'est fait. J'ai terminé avec la maîtrise. La graduation était juin passé. Oh, c'est tout nouveau. Exactement, c'est tout nouveau. On l'a réussi, c'est très bien. Mais là, moi, si je peux aller dans le même sens que toi, disant que c'est qu'est-ce qui m'a poussé à travailler avec les femmes victimes de violences conjugales. Et ça fait 10 ans. Cette année me fait 10 ans depuis que je travaille avec les femmes victimes de violences conjugales. C'est parce que depuis toute petite, dans mon entourage, j'étais témoin des actions de violence. Et oui, ma famille immédiate, ma mère n'était pas victime, mais j'avais une tante qui était vraiment victime de violences conjugales. Et le fait que je voyais comment ma mère l'aidait, essayait de l'aider à sortir de là. Et puis nous aussi, comment ça nous a affectés, impactés. Et que le veuille ou non, c'est notre tante. Et c'est la sœur de ma mère. Et elle était vraiment dévastée. Voir la victime elle-même. Du coup, c'était ça qui m'avait poussée dès le plus jeune âge. Je pense que j'avais 10-11 ans. Depuis là que je pensais déjà à regarder comment je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est ça vraiment qui m'a animée. Et que je rentrais à l'université, je me suis déjà dit que j'allais être
J'allais vraiment m'accentuer sur la relation d'aide. Du coup, c'est pour ça que j'avais choisi au départ le travail social, bien que j'avais des amis qui me disaient, mais pourquoi, Cynthia, tu vas dans le travail social? Il y a la psychologie là. Pourquoi tu prends ça? J'ai dit, c'est parce que je vois que c'est à travers ça que je peux vraiment toucher, aider comme je le souhaite. Et voilà, c'était mon cheminement jusqu'à ce que j'ai terminé. J'ai travaillé, je suis haïtienne, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai travaillé dans mon pays et déjà avec des femmes victimes de violences conjugales. Et mon mémoire de sortie, c'était sur c'est quoi les facteurs qui peuvent empêcher les femmes à sortir du joug de la violence conjugale. Et de là étant ma maîtrise à l'université Laval, qui avait une portée et immigration et violence conjugale également. Voilà. OK. Fait que c'est tout ça, en fait, qui t'a amené à travailler à la Maison des femmes immigrantes. Exactement. Et c'est tout ça. Parce que dès arriver ici aussi, oui, j'ai commencé à travailler dans d'autres organismes, mais je me suis dit, je dois retrouver ce qui me fait plaisir, qui est de travailler, de venir, de regarder comment on peut contribuer à cette lutte-là. Du coup, aussitôt, je pense que j'ai passé 6 mois avec un autre organisme qui travaillait avec des enfants autistes, que c'était un autre public que j'avais vraiment apprécié. Et puis après, j'ai trouvé comme remplaçante dans une première maison d'hébergement qui n'était pas la MFI. Et puis après, j'ai postulé pour une autre maison d'hébergement. Du coup, je travaillais dans 3 maisons d'hébergement. Mais là, on voit que c'est ça, c'est ça qui t'intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et à chaque jour, je me dis, peu importe le geste, peu importe ce que je peux apporter comme contribution, je le ferai. Et c'est ça qui m'anime et je le fais vraiment avec plaisir. Voilà. C'est beau d'entendre ça. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux... on a parlé rapidement là, de la Maison pour femmes immigrantes. Est-ce que tu veux... c'est quoi la Maison pour femmes immigrantes, ceux qui savent pas, là, mettons? OK. La Maison d'hébergement pour femmes immigrantes, c'est une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et comme vous le savez déjà, il y a plusieurs maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dans la capitale nationale. Et nous accueillons, comme toutes les autres, nous accueillons les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Parfois, le public pense que, et avec notre nom, femmes immigrantes, c'est qu'on accueille seulement des femmes immigrantes. Mais non, on n'accueille pas uniquement des femmes immigrantes. On accueille toute femme et enfant victime de violences conjugales. Du moment que la femme veut mettre en sécurité et elle veut sortir de là, nous sommes ouvertes. Et aussi, il y a des femmes qui ne veulent pas, ne sont pas encore prêts à sortir, mais si la femme veut nous appeler, il y a le suivi externe où il y a des intervenantes à l'externe qui peuvent accompagner cette femme-là de manière et pour les suivis psychosocial et la rencontrer, faire un plan d'intervention avec elle. C'est juste pour dire, il n'y a pas que l'aspect d'hébergement. Il y a et que ce soit l'hébergement et l'externe. Alors, notre mission, c'est de lutter contre la violence conjugale pour un changement social. Et c'est ça qu'on fait. Et puis, voilà, je ne sais pas si, comme toutes les autres, nous avons une ligne téléphonique 24/7, 7 jours sur 7. Il y a toujours des intervenantes sur le plancher à répondre aux appels, à informer les femmes sur leurs droits parce que on va le voir, c'est sûr, peut-être plus tard que généralement les femmes immigrantes ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas comment elles peuvent et quelles sont les ressources qui sont là pour les accompagner et dans telle situation, c'est quel recours elles ont droit. Du coup, et si une femme veut parler, veut de l'écoute aussi, nous sommes là pour les former, pour les suggérer, pour les conseiller, mais ce sont à elles de choisir, de faire leur propre choix, de leur propre décision. On les informe, mais c'est à elles de savoir est-ce que ça s'aligne avec leurs besoins. Oui, c'est elles qui savent le mieux, en fait, ce qui est bon pour elles. Là. Après, une fois qu'on a toute l'information, on peut Exactement. Par la suite. Puis qu'est-ce qui vous différencie des autres maisons d'hébergement, par exemple? Peut-être l'aspect plus immigration. Parce que, comme j'ai dit, nous accompagnons des femmes issues de l'immigration et c'est aussi, on reçoit beaucoup de femmes en immigration. Je ne dis pas que les autres maisons n'en reçoivent pas, mais nous,
on les reçoit, on les accompagne et parfois, et après l'hébergement, parce que parfois il y a un temps d'hébergement que la femme doit rester chez nous, même si on n'a pas vraiment les fonds. Parfois, on essaie de payer quelque chose pour les femmes pour qu'elles puissent, soit en attente d'une deuxième étape, soit qu'elles sont en attente de leur statut ou bien de leur permis de travail ouvert, parce que sans le permis de travail ouvert, elles ne peuvent pas travailler. Du coup, parfois, on essaie de payer un logement pour elles ailleurs pour les aider à atteindre. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous différencier, mais je ne dis pas, je ne veux pas dire que toutes les maisons ne reçoivent pas de femmes immigrantes, mais non, la quantité qu'on reçoit est vraiment significative. Oui, puis vous êtes la maison de référence, en fait, je pense pour les démarches aussi. Exactement, pour les démarches et aussi, même parfois, on nous dit, et notre travail social nous a référé à la maison pour femmes immigrantes. Parfois, même la femme, et comme notre mission, c'est pour les femmes victimes de violence conjugale. Parfois, il n'y a pas de question de violence de la situation. Mais étant donné que, comme je l'ai dit tantôt, on parle de maison pour femmes immigrantes, on pense que on répond à tous les services. Mais parfois, c'est à nous de dire, mais malheureusement, voilà, nous sommes une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Mais sinon, vous pouvez poser votre question. Si on peut vous répondre, on va le faire. Ou bien sinon, on vous réfère à d'autres ressources qui peuvent vous aider naturellement. C'est ça. Mais je pense qu'à la base, le choix du nom Maison pour femmes immigrantes, c'était pour que les femmes immigrantes aient un repère plus facile pour elles. Oui, historiquement, la maison pour femmes immigrantes la maison est montée par des femmes immigrantes qui avaient remarqué qu'il y avait des services, un manque de services pour les femmes immigrantes, et puis que les femmes immigrantes que leurs besoins c'était difficile pour elle de trouver des services. Du coup, et puis, il y a aussi la question de jugement, tout ça. Et du coup, il y a plusieurs femmes immigrantes qui se sont mises ensemble pour réfléchir et puis pour mettre sur pied. Et ce sont des femmes aussi qui étaient victimes de violences conjugales et qui ont mis sur pied la maison pour femmes immigrantes. Et l'année prochaine, l'année 2026, va nous faire 40 ans d'existence. Du coup, c'était dans l'objectif de réfléchir comment aider, accompagner les femmes victimes qui n'ont pas de statut, les femmes immigrantes qui n'ont pas de statut. Et comme vous le savez déjà, les enjeux qui concernent les femmes immigrantes sans statut. Et ce qui veut dire, c'est dans l'objectif pour aider, pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales immigrantes. C'est dans cet objectif-là que ces deux femmes-là, c'était les deux femmes qui, dans leur sous-sol de leur maison, c'est elles qui avaient vraiment pensé, réfléchi pour mettre sur pied la maison pour femmes immigrantes. Il y a Rosa Miranda, et qui est malheureusement décédée, et aussi il y a Elena Sekarova, qui est encore en vie. Ce sont deux femmes, vraiment deux militantes, et qui avaient vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés pour les femmes immigrantes, et puis qui s'est lancé dans cette mission-là de lutter contre la violence conjugale pour les femmes immigrantes, pour qu'elles puissent avoir accès aux services et appropriés à leurs besoins. Voilà. Oui. C'est ça, je comprends, c'est un service qui paraît pour. Puis, dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que vous êtes vraiment, les expertes dans tout ce qui est en lien avec la violence conjugale faite aux femmes immigrantes, là. Tu sais, clairement que dans d'autres maisons d'hébergement, ils accompagnent aussi ces femmes-là, mais vous êtes vraiment la référence. Vous avez vraiment cette expertise-là due au fait que c'est par et pour aussi, tu sais. Le public le dit. Le public, mais je ne sais pas si c'est parce que on fait tout notre possible. Parfois même, on fait appel aux députés, on cherche tout, on
on fait tout notre possible pour vraiment aider les femmes vraiment en situation difficile, les femmes victimes de violences conjugales. Et je pense que c'est de là vient la question de l'expertise. Mais parfois, il y a certaines, on dit que on n'est pas experte en immigration parce que ça change tellement rapidement les règlements et les lois sur l'immigration que parfois, nous aussi, on court et à la recherche de l'information. Et même parfois, on n'est même pas sûr de ce qu'on dit. Et pour ne pas dire du n'importe quoi aussi à la femme qui peut après, pour éviter des conséquences sur la femme, sur la situation de la femme, parfois on préfère appeler, même si on passe une éternité au bout de la ligne pour trouver un agent de l'IRCC pour poser nos questions. On le fait. Et je pense que c'est de là qu'on part pour dire que on est des expertes en violence conjugale, mais je sais que pratiquement toutes les maisons d'hébergement aussi le font. Ouais. Mais nous le faisons et nous faisons tout ce que nous pouvons pour vraiment accompagner les femmes immigrantes sans statut et victimes de violences conjugales. Tu as parlé de... Ah, on t'a dit? Tu parlais des statuts. Je sais pas si tu veux expliquer pour ceux qui savent pas nécessairement c'est quoi les différents types de statuts. Tu parlais de permis tantôt, de travail ouvert. Tu veux-tu nous faire un petit tour là-dessus? Je ne suis pas une experte, comme je l'ai dit tantôt, mais je peux dire que en tant qu'étudiante internationale aussi, qui a dû faire face aussi à tous ces différents types de renouvellement de statuts, et j'ai quand même appris certaines choses. Je peux dire que pour les personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire un statut, c'est pour rester sur le territoire, il faut vraiment avoir un statut qui soit à jour. Par exemple, si c'est pour les étudiants, comme je l'ai nommé, il faut un permis d'études qui, à chaque fois que ça arrive à échéance, que on renouvelle. Et pour les autres catégories, il y a des permis de travail et fermés pour les travailleurs. Il y a des permis de travail ouverts et ouverts aussi pour les travailleurs fermés. C'est que c'est un employeur qui vous a donné le permis de travail et que, par exemple, cet employeur-là vous dit que vous devez travailler pour lui pour 2 ans, pour 3 ans, et après, il va vous aider à faire la demande de résidence permanente. Et permis de travail ouvert, lui, c'est que vous pouvez travailler et dans n'importe quel organisme avec votre permis de travail ouvert et arriver au moment où vous devez faire votre demande de résidence. C'est vous qui allez le faire, mais c'est pas un employeur. Du coup, c'est ça. Et parfois, les femmes qui viennent nous voir, c'est des femmes qui sont liées avec leur conjoint. Par exemple, leur permis est lié avec leur conjoint. Un conjoint qui vient ici et dans sa demande pour venir au Canada, il a également mis, s'il a des enfants, s'il a une femme, il met toute sa famille dans cette demande. Du coup, la femme qui reçoit aussi soit un permis de travail fermé ou ouvert, elle est liée à monsieur. Du coup, parfois, ça devient beaucoup plus difficile pour les femmes victimes de violences conjugales de trouver un permis de travail qui n'est pas relié à l'homme. Généralement, on lui dit que ce permis qui est relié doit être fini pour qu'elle puisse faire une autre demande. Parce que c'est tellement, et c'est aussi ces femmes que vraiment on a comme cas qu'on reçoit des femmes qui sont vraiment reliées, leurs permis sont reliés à leur conjoint et c'est vraiment difficile pour elles de trouver une solution. Parfois, il faut qu'elles attendent que le permis soit expiré et parfois c'est un point de, je peux dire, de menace pour les femmes parce que et l'homme peut jouer sur ça pour dire que écoute, je peux te faire retourner au pays, je peux, étant donné que c'est moi qui fait le suivi de parrainage parfois il y a certains hommes qui parrainent des femmes. Du coup, c'est un moyen de pression, le statut d'immigration pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Oui. Tout à l'heure, tu parlais d'enjeux particuliers, là. C'en est un enjeu particulier qu'une femme immigrante pourrait vivre. Exactement. C'est l'enjeu pour le moment. Je trouve que c'est fondamental parce que il y a un délai d'attente énorme pour les femmes et
par exemple, nous avons un cas qu'une femme qui est liée et son statut, son permis de travail est lié à son conjoint. Imaginez-vous, le conjoint ne lui donne même pas l'accès au compte. Elle ne connaît même pas le mot de passe. Elle ne connaît rien. Du coup, elle est à la merci de monsieur. Et être à la merci de monsieur, c'est aussi être vraiment vulnérable. Et parce que il te fait chanter, il fait chanter les femmes disant que, comme je l'ai dit tantôt, l'exemple, je vais te retourner au pays, ou bien je vais écrire à l'IRCC pour dire si. Ce sont des menaces, et parfois ces menaces-là font en sorte que les femmes peuvent soit c'est ces menaces-là qui veulent déterminer si la femme va porter plainte, si la femme va dénoncer cette violence-là, ou si la femme va rester en retrait, va battre en retrait juste le temps pour qu'elle ait son statut. Du coup, il y a beaucoup de complexité de la situation. Parfois, on pense que la femme ne veut pas sortir de la violence, mais il y a beaucoup de facteurs d'enjeux pour elle. Et parfois, les enfants aussi peuvent être un facteur que la femme reste pour ne pas et reste de la violence conjugale pour toujours dans l'objectif de la peur, parce que si elle part, il y a l'isolement, il y a tellement de facteurs qui constituent, qui peuvent venir jouer et empêcher les femmes immigrantes à vraiment avancer. C'est ça. Puis c'est la même chose pour les agressions sexuelles, là, tu sais, ça vient souvent ensemble, là, tu l'as bien nommé au départ, là, mais des fois, en tout cas dans le contexte d'agression sexuelle, ça peut être aussi un frein là à porter plainte, là. Est-ce que tu vois d'autres freins aux femmes immigrantes qui peuvent porter plainte? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait empêcher une femme de porter plainte, une femme immigrante plus particulièrement de porter plainte autre que ça? Désolée. Pas de problème. Et pour la question de l'agression sexuelle, et comme tu l'as nommé tantôt, on peut dire que c'est un sujet tabou pour les femmes immigrantes. Tabou, c'est pas dans le sens qu'elles ne veulent pas dénoncer. Tabou, c'est parfois dans le sens que pour elles, n'oubliez pas que nous sommes dans un système patriarcal où, et on a appris dans certaines sociétés, on nous a appris de tout ce qui se passe à l'intérieur privé doit rester privé. Et aussi, il y a les communautés dans lesquelles on évolue, qui sont là aussi comme des moyens parfois de pression. Du coup, une femme et parfois aussi les femmes ne s'en rendent pas vraiment compte que c'est de la violence sexuelle qu'elles sont en train de vivre, parce que on réfère ça aux devoirs conjugaux, et qui n'est pas vraiment devoir. Parce que ici, quand on est vraiment avancé dans les lois, etc. Mais ici, il y a le consentement. Dire, quand on dit non, c'est non. Mais parfois, on peut penser que la femme c'est quelque chose d'exprès ou qu'elle ne dise pas non. Mais il y a vraiment toute une complexité de la situation et pour la violence sexuelle et du fait que la femme ne veut pas dénoncer. C'est parfois, il faut aller vraiment de manière, regarder qu'est-ce qui empêche à la femme de dénoncer l'agression sexuelle. Est-ce que c'est parce que elle aussi, on l'a imprégnée, on l'a appris que elle doit satisfaire à son mari, elle ne doit pas dire non parce que c'est un devoir conjugal. Est-ce que c'est parce que c'est la pression de la communauté sur elle qui l'empêche de dire non, ou bien est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas informée des droits qu'elle a, tout ça, parce que c'est vraiment complexe, comme je vous ai dit. Et du coup, pour certaines sociétés, jusqu'à présent, la violence conjugale, c'est tabou. Et pour certaines femmes qui sont victimes de violence conjugale, parfois, lorsqu'on essaie de faire le cycle de la violence avec elles, au début, elle nous dit non, on n'est pas victime de violence sexuelle. Lorsqu'on fait le cycle avec elles ne sont pas victimes, ok. Mais lorsqu'on rentre avec elles dans les détails pour leur montrer vraiment c'est quoi la violence sexuelle, et puis c'est là qu'elles disent ah oui, mais c'est chaque jour que je le vis, mais elles ne savaient pas si c'était de la violence sexuelle, étant donné pour elles, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ouais. Pour répondre à ton autre question qui concerne c'est quoi les autres obstacles que les femmes immigrantes peuvent rencontrer, je peux dire les obstacles sont beaucoup.
je peux citer 2 ou 3. À part la question de l'immigration, il y a aussi la barrière de la langue. La barrière de la langue, moi, je dis, OK, heureusement, je viens d'un pays et Haïti parle aussi le français, qui est notre deuxième langue, mais la langue maternelle, notre langue maternelle, c'est le créole. Mais à l'école, on nous apprend à parler le français. Mais si j'avais pas cette possibilité-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'allais te parler, c'est sûr que ça n'allait pas sortir aussi fluidement. Du coup, pour les femmes immigrantes, la question de la barrière de la langue, c'est prioritaire, c'est primordial. Et parfois, la barrière de la langue pour elles les empêche d'aller trouver de l'aide, les empêche d'aller vers les ressources et fait en sorte aussi qu'elles s'isolent parce que parfois elles ont peur d'être mal comprises et c'est la mésinterprétation, c'est quelque chose de très courant qui peut se faire aussi facilement. Du coup, la barrière de la langue pour les femmes immigrantes, c'est vraiment quelque chose de vraiment important parce que il faut vraiment, lorsque quelqu'un vit une situation difficile, il faut qu'elle puisse s'exprimer dans sa langue naturelle, dans sa langue maternelle. Et oui, il y a le service d'interprète, mais parfois c'est difficile de trouver et des interprètes sur place ou bien au moment où la personne a besoin de ça. Nous, dans la maison, certes, nous avons la banque d'interprètes et notre force également, c'est que aussi nous avons plusieurs collègues de plusieurs ethnies différentes. Ce qui veut dire, si on a une femme qui parle arabe, nous avons ça, et nous avons des collègues qui parlent, nous sommes multiculturels. Ce qui veut dire, ça, c'est un atout pour nous. Nous pouvons dire, ok, aujourd'hui, ou bien ma collègue est occupée pour le moment, essayez d'appeler dans 1 heure ou 2 heures. Parfois, même sur Google, on dit, attendez un moment, on va voir sur Google Translate. Mais parfois, ça ne traduit pas vraiment automatiquement. Parce qu'on a tous déjà utilisé Google Translate. On est comme, oh là là. Ça ne dit pas vraiment la même chose. Du coup, il faut que, ici, certes, on parle français, anglais également, mais il y a certaines femmes qui ne parlent pas ces langues. Les Arabes et puis les plusieurs ethnies de l'Afrique, les plusieurs dialectes on n'a pas ça. Du coup, la barrière de la langue reste vraiment quelque chose de très important, une barrière pour les femmes immigrantes. Et comme je l'ai dit, ça peut occasionner le fait que cette femme-là se referme sur elle. Et puis, parfois, on peut penser que elle ne veut pas sortir de là, mais c'est cette barrière-là. Et aussi, je peux dire une des barrières également, c'est du point de vue des services qu'elles peuvent recevoir, des services, soit santé, et qui aussi, pour les femmes immigrantes, sans statut, avoir l'accès à la santé, c'est quelque chose vraiment difficile quand on n'a pas le RAMQ. Seulement à l'urgence, tu vas payer 1000 combien de dollars. Parfois, les femmes n'ont pas vraiment ce moyen-là. Et parfois, elles essaient même de trouver 30 dollars ou bien un billet d'autobus. C'est difficile, voir si elle est malade. Du coup, c'est l'accès aux soins de santé. C'est quelque chose aussi qui est vraiment difficile. Ce sont des barrières pour les femmes immigrantes. Voir en plus si elle est victime de violence. Voilà. Puis moi aussi, j'avais déjà vu une situation, là, une autre barrière là, que ça pourrait être, là, c'est la peur d'être jugée par la communauté dans laquelle elle vit. Là, je me rappelle en particulier d'une trousse. Pour elle, c'était pas question. Là, moi, j'ai posé la question porter plainte, mais c'est la même chose aussi pour demander des services. Là, je pense que tu as bien répondu aux deux, là, mais elle voulait pas particulièrement porter plainte parce qu'elle se disait, hey, quand on va l'apprendre à ma communauté, on va me passer, on voudra pas, on voudra plus de moi, on va m'isoler, on va m'exclure. Fait que ça aussi, ça peut être une réalité. Là. Exactement, c'est une réalité flagrante pour les femmes immigrantes parce que la communauté joue un rôle important pour eux, joue un rôle fondamental. Oui,
elles ont laissé leur pays, elles ont trouvé une communauté ici. Du coup, même si c'est pas la communauté ici qui met de pression, mais la communauté au pays a beaucoup plus de force, de pouvoir sur elles. Et juste une situation, on avait une femme qui est victime de violence et elle était ici depuis longtemps. Et là, elle cachait vraiment la violence qu'elle subissait, et arrivé à un moment, elle s'est dit mais non, je ne peux plus. Elle avait des enfants, je ne peux plus. Et puis elle s'est résignée pour tout faire pour venir en maison d'hébergement. Quand une femme décide de venir en maison d'hébergement, c'est quelque chose de courageux. Parce que tellement il y a des facteurs qui peuvent empêcher qu'elle vienne en maison d'hébergement. Lorsque une décide de venir, c'est vraiment très, très courageux de sa part. Mais elle avait vraiment peur de la famille, de la communauté au pays. Parce que il y a une question d'honneur, il y a une question de dignité. Dire que tu vas salir notre nom, tu vas salir notre image, même si ton mari te faisait ça, maintenant tout le monde va savoir, tout le monde va être au courant de qu'est-ce qui se passe pendant qu'on pouvait le gérer en famille. Mais parfois, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être gérées en famille. C'est vraiment, si elle reste, ça va même aller au pire qui est la mort. Du coup, la communauté joue un rôle fondamental sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle dit, et la femme, même si elle est ici, cette communauté-là a une emprise sur elle. Et parfois, elle préfère, il y a certaines, comme parfois dans nos sensibilisations, on le dit, il y a certaines femmes qui ne veulent même pas dire à leur mère ou bien à leur sœur, à leur communauté, c'est quoi qu'elles sont en train de vivre à la maison, de peur d'être pas crues, comme tu as dit, d'être jugées, parce que ils vont penser que c'est elle qui cherche les problèmes, et pourtant c'est pas vrai. Du coup, elle a vraiment une emprise sur la femme, et les femmes qui essaient de s'en sortir de cette emprise-là, elles sont très courageuses. Parce que, comme j'ai dit, tout ce qu'elles pensent, et surtout si le conjoint est quelqu'un de renommé dans le pays, qui a de l'autorité, quelqu'un qui est respectable. Parfois, on n'arrive même pas à croire la femme. Et la femme aussi a cette perception-là. On ne va pas croire que je vis toute cette forme de violence. Mais, et comme tu dis, oui, la communauté joue un rôle important, même si elle est au pays. Elle joue le rôle important. Et parfois, c'est un frein, effectivement, pour les femmes, pour porter plainte, pour dire que oui, je suis, parce qu'elle pense déjà qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce que je vais salir l'image de mon pays, ou même aussi peur aussi, il y a cet aspect-là qu'on doit regarder, parce que quand on dit c'est telle ethnie, quand il va avoir une sorte de violence, on va dire c'est telle race. Le préjugé va se porter plus sur ce pays-là, par exemple. Je ne veux pas citer de pays pour que les personnes ne pensent pas que je suis en train de pointer du doigt, mais on peut dire et tu vois, tel endroit, c'est eux c'est les hommes, ces hommes-là frappent beaucoup leurs femmes. Parfois, les femmes aussi pensent qu'elles ont ce fardeau-là pour qu'on ne regarde pas leur communauté mal, et pour qu'on n'associe pas leur communauté à une communauté violente, ou bien une communauté qui renferme des hommes violents. Du coup, ça aussi, c'est un aspect qui peut amener une femme victime de violence conjugale à ne pas porter plainte. Vas-y. J'allais dire, est-ce que vous en voyez beaucoup de ça? On dirait que c'est quelque chose que je suis moins peut-être que j'aurais moins pensé de moi-même, que ça allait être un frein, par exemple, de justement que le pays soit pas associé à quelque chose de négatif. C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, que les femmes vous nomment? Parfois, oui. Parfois, les femmes nous le nomment, parce que il y a aussi le regard de l'extérieur compte. Parce que nous, parfois, on ne va pas penser que ça va porter préjudice à la communauté, mais le discours qui peut être véhiculé à travers ça pour dire que
peut-être que telle communauté a tendance à être beaucoup plus violent. C'est le discours extérieur, elle regarde déjà pour ne pas associer à la sport. Que l'on veuille ou non, ce sont des discours aussi qui peuvent prêter à du racisme et de la discrimination. Et parfois, les femmes ne veulent pas que leur communauté s'associe à ça. Oui, c'est des choses qu'on rencontre, que les femmes nous expliquent et qui peuvent être aussi un frein pour elles. Puis en parlant de racisme, là, ça me fait penser à une situation que j'ai déjà vécue là, dans mes débuts. Je pense que j'étais encore en stage juste à Ville-Secours, puis j'avais accompagné une femme à un dépôt de plainte, puis elle avait été... là, c'est l'inverse, là, si la médaille était versée, là, vous allez comprendre, là, mais en fait, c'est qu'elle avait été agressée par je pense que c'était un Congolais. Je sais, c'est l'histoire, là. Puis le policier, bon, il avait été super adéquat tout le long, puis tu sais, quand il s'est levé, il a comme dit, tu sais, tu sais, c'est un Congolais. T'sais. Fait que ça existe encore, là, cette réalité-là de ce cas-là blâmé parce que c'est une personne de couleur d'une communauté. Mais du côté des victimes, ça doit arriver, ça aussi, hein, de voir, tu sais, comme banaliser peut-être ou de pas croire. Est-ce que ça existe, ça, au niveau encore du racisme systémique et tout ça, là? Le racisme systémique est présent, bien que parfois on essaie de dire que non, c'est pas présent, mais oui, c'est présent. Et de la même façon que Béatrice, tu l'as bien nommé et c'est comme ça qu'on pointe du doigt une communauté, parce qu'on va dire c'est un Congolais. Mais c'est ça aussi qui fait que parfois les femmes sont réticentes. Certaines femmes sont réticentes à porter plainte parce que qu'on n'associe pas que tous les hommes qui sont de telle nationalité sont automatiquement et violents. Mais j'ai pas bien saisi ton autre question pour la victime. En fait, est-ce qu'il y a du racisme? Est-ce que vous voyez ça à la Maison des familles migrantes au niveau, tu sais, de quand une femme va porter plainte? C'est quoi les tu sais, qu'est-ce qu'elle pourrait vivre qu'une personne blanche ne veut pas vivre, par exemple? Le fait qu'elle peut être qu'on ne la croit pas, qu'on ne la prenne pas en considération, ça, c'est des éléments qui revient toujours sur le tapis. Et comme je t'ai dit tantôt, il y a aussi l'aspect de la barrière de la langue qui peut venir jouer également. Et parfois, comme actuellement, il y a pas mal de policiers qui sont vraiment sensibilisés à la violence conjugale. Parfois, il y en a qui savent comment le faire. Mais oui, tu vas le trouver, le fait que cette femme-là ne parle pas trop bien le français et qui est mal comprise. Et parfois, on ne porte pas vraiment beaucoup d'attention. Ou bien le fait qu'elle soit accompagnée d'une intervenante va mettre beaucoup plus de poids dans ce qu'elle dit que si elle est seule. Par elle-même. Exactement. On se fie un peu plus à la présence de l'intervenante pour croire ce qu'il dit versus alors que l'intervenante est juste présente. C'est elle qui le vit, elle ça ne devait pas être ainsi parce que c'est la femme qui a vécu tout ça. Elle devait être vraiment on devait la croire sur parole, mais parfois c'est difficile. Puis est-ce que le fait qu'il y ait une intervenante aussi, ça nécessite toujours qu'il y ait une personne pour être plus crue, mettons une intervenante à la maison pour femmes immigrantes par exemple, est-ce que vous voyez que ça a comme un impact dans ce qui est dit ou est-ce que la femme, elle se permet de dire plus de choses ou est-ce qu'elle va se restreindre dans ses propos parce qu'il faut toujours qu'elle raconte son histoire devant d'autres personnes? Mettons. C'est dépendamment de la situation. Parfois, il y a certaines femmes qui sont à l'aise aussi, qui peuvent parler, qui s'expriment bien, qui n'ont même pas besoin de notre présence. Elles le font et puis après, elles nous disent ce qu'il en est. Parfois, il y a des femmes, malgré qu'elles peuvent s'exprimer bien, elles veulent quand même que nous soyons présentes. On est présentes. Et tu vas trouver le contraire également que il y a certaines femmes qui, avec la barrière de la langue et pensent aussi avec notre présence qu'on va plus la croire, qui veut qu'on soit présente lorsqu'elle raconte, par exemple, lorsqu'elle porte plainte. On est là. On est là pour la soutenir. On ne va pas vraiment parler, prendre la parole ou bien expliquer la situation à la place de la femme. Pour les femmes qui ne parlent pas bien le français, lors de ces genres de situations, on fait appel à un interprète pour elles. Du coup, nous, on est là
pour soutenir la femme, non pas pour ajouter quoi que ce soit. On la soutient dans ce qu'elle dit et parfois elle se sent en sécurité aussi par notre présence. Je pense que c'est valide pour peu importe Exactement. qui porte plainte. Je veux dire, le nombre de personnes qu'on accompagne ici aussi dans les dépôts de plainte, dans les démarches, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui sait aussi, là, qui connaît le système, comment ça fonctionne, comment la rencontre va se dérouler avec les policiers, par exemple. Fait que je pense que la barrière de la langue, oui, mais c'est valide pour tout le monde d'avoir ce soutien-là aussi. Oui. Et aussi, tu viens de nommer quelque chose de très important, le système. Quand les femmes ne connaissent pas la connaissance du système, c'est vraiment important. Quand les femmes ne connaissent pas le système, elles sont beaucoup plus restreintes aussi. C'est des éléments qui peuvent contraindre les femmes de porter plainte. Peu importe, même si tu lui dis que voilà, ça peut être important pour toi que tu portes plainte, mais la méconnaissance du système, c'est elle a peur de ce qu'on va penser, et aussi la communauté. Ça, plusieurs facteurs peuvent rentrer en ligne de compte pour porter plainte. Il y a aussi la sécurité des enfants. Du coup, elle va penser que c'est vraiment une femme victime de violence conjugale. En plus de ça, immigrante, il y a vraiment les enjeux, la complexité est vraiment grande pour ces femmes-là. Mm-hmm. Puis au niveau des services, là, on parlait de justement qu'ils ont peut-être moins tendance à aller chercher les services, surtout quand on sait pas que ces services-là existent, mettons. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos services ou pour faciliter l'accès aux femmes immigrantes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une grande question, hein? C'est une grosse question qui est très complexe. On fait le monde, là, dans le moment, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services? Ben, peut-être, premièrement, est-ce que tu trouves que les ressources sont adaptées? Déjà, en premier temps, mettons? Je peux dire. Ce que je vais dire, ça se peut que ça ne soit pas coulé dans le béton. Ce que je vais dire aussi ne dit pas que qu'il n'y a pas d'autres choses à améliorer, mais c'est juste que de mon point de vue, ce que on peut améliorer, c'est avoir des intervenantes en interculturel dans pratiquement tous les services que peuvent recevoir les femmes immigrantes. Avoir une intervenante en une interculturalité peut l'aider vraiment à être plus en confiance, parce que comme les cultures sont différentes, étant donné que je sais qu'il y a une diversité de cultures, de femmes immigrantes, je ne dis pas de chaque ressource, que chaque personne, pour chaque communauté, il doit avoir une intervenante et c'est ça, de sa culture à elle. Exactement. Mais quand même, une intervenante en interculturel qui peut regarder, faire de l'introspection et puis pour comprendre ce que vit cette femme-là et pour vraiment adapter ses besoins par rapport à sa culture. Parce que l'on veuille ou non, une femme immigrante vient avec son bagage culturel. Oui. Et lorsqu'on va à l'hôpital, parfois, on ne veut pas vraiment dire ce qu'on ressent de peur qu'on ne comprend pas bien, ou bien si on le dit, ça se peut que la professionnelle de santé ne comprenne pas ce qu'on veut dire. Du coup, avoir des intervenantes en interculturel qui peuvent regarder tous les aspects des besoins de cette femme-là, je pense que ça pourrait aider la femme à mieux se sentir en confiance. Et puis, je pense aussi ce qui pourrait aider, qu'on l'a déjà, mais qu'on pourrait amplifier, c'est l'accès linguistique pour les femmes immigrantes, pour qu'ils puissent vraiment pouvoir dire ce qu'elles ressentent dans leur langue maternelle. Et puis, c'est pouvoir vraiment partager ce qu'elles ressentent en tout temps pour que cette question de barrière de la langue ne soit pas vraiment un frein pour elles. Et puis, je pense aussi, ça, peut-être que c'est de manière beaucoup plus globale, valoriser la voix des femmes immigrantes dans les campagnes publiques et des postes de leadership. Ça pourrait aider aussi. Parce que parfois, je ne sais pas si dans les pays sous-développés, parfois, on vient avec un programme tout fait. Et puis, de l'étranger, on vient l'appliquer sans changer au pays des sous-développés. Je pense aussi, l'inverse se fait ici. Parfois, le programme est là ici. Si je reviens, bien entendu, au fait de l'interculturel. Et
le système de santé est tout fait ici, et puis la femme vient, mais on ne le conçoit pas pour elle vraiment. Ouais. C'est pour ça que je dis, si effectivement on a des intervenantes en interculturel qui peuvent venir et aider la femme pour qu'elle puisse être mieux comprise et aider aussi la femme pour qu'elle puisse bien comprendre aussi le système où elle se trouve, comment ça se passe. Je pense que ça peut être un bon point. Du coup, pour moi, c'est ces éléments-là qui peuvent vraiment constituer et qui peuvent apporter une amélioration. Oui, il y en a d'autres que peut-être que j'ai pas nommé et que peut-être une autre personne pourrait voir, mais tu n'as pas nommé telle possibilité. Oui, je ne doute pas là-dessus. Oui, c'est une grande question. Là. Exactement. Mais étant donné qu'on parle vraiment des femmes immigrantes, qu'on connaît déjà les barrières qu'elles peuvent faire face, c'est pour ça que j'en ai nommé ces deux-là. Est-ce que pour nous, mettons, à Viol Secours, parce que je sais qu'on a parlé que c'est un aspect plus tabou de parler de violence sexuelle, est-ce que tu vois des choses que nous, on pourrait faire pour aider les femmes soit à venir chercher le service ou à se sentir plus à l'aise Sensibiliser. Pour nous, nous pensons que la sensibilisation peut être la clé des séances de formation et peut-être aussi des capsules de formation parce que parfois les femmes, oui, les contraintes et les barrières communautaires peuvent exister, mais il y a certaines femmes aussi qui sont courageuses, qui veulent vraiment dénoncer. Mais s'ils ne savent pas vers où elles peuvent aller après ou bien vers qui se retourner pour faire ce suivi-là, peut-être que elle ne va pas vraiment avoir cet engouement-là. Du coup, de mon point de vue, je pense que sensibiliser, peu importe sur la violence sexuelle, c'est quoi la violence sexuelle, c'est quoi le consentement, c'est quoi le devoir conjugal, c'est quoi les lois qui sont là et c'est comment vous pouvez porter plainte, c'est quelles ressources qui sont là pour vous accompagner. Je pense que c'est tout ça, c'est tout ce package-là qui va faire en sorte que les femmes seront beaucoup plus informées, formées et peuvent savoir aussi, OK, j'ai tel problème, je sais que j'aurai telle ressource qui pourra m'appuyer, qui pourra être là pour moi et puis que je serai en toute confiance, que je pourrai parler. Parce que l'on veuille ou non, la sensibilisation, parfois on pense que ça ne porte pas de fuite, mais ça l'est. Ben oui. Puis il y a une limite aussi à ce que nous, on peut faire. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que même si on a les meilleurs services interculturels ici, par exemple, là, je donne un exemple comme ça, ben si dans la tête d'une femme immigrante, c'est tabou, faut pas en parler, puis c'est quelque chose qui est normal, ben elle viendra pas, là. Tu sais, c'est comme tu dis, l'important, c'est vraiment de déconstruire cette idée-là pour que non, ça c'est inacceptable, c'est pas correct, t'as le droit d'avoir des services. Exactement, c'est la déconstruction de tout ça, parce que c'est comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose que nous, les femmes, on peut grandir avec. C'est quelque chose de sociétal qu'on nous a inculqué, qui est imprégné en nous du point de vue violence sexuelle que tu ne peux pas dénoncer, que c'est un devoir conjugué. Maintenant, c'est à nous de vraiment, petit à petit, défaire, mais tout en allant en douceur. Parce que dans la sensibilisation, ce qui est important, c'est que on sème une graine. Ça ne dit pas que automatiquement qu'on fait la sensibilisation et c'est automatiquement que la personne va être allumée. Ah oui, je vais. Mais non, ça va lui prendre du temps. C'est tout un processus, c'est tout un cheminement et elle va savoir, OK, à tel moment, j'ai eu telle information. Je sais que voilà ce que j'avais entendu. Ou même peut-être donner des numéros de téléphone où elles peuvent appeler ou des personnes, ou bien je ne sais pas si c'est des appels anonymes, même si la personne ne donne pas son nom. Et comme ça, peut-être qu'elle se sentirait beaucoup plus en confiance. Pour moi, la sensibilisation, c'est une forme de prévention et c'est vraiment quelque chose d'important. Et on sème une graine et puis qui sait, dans 1 mois, 2 mois, dans 2 jours, on peut avoir une femme qui appelle ou bien plusieurs femmes qui appellent pour dire que et voilà ce que je vis et voilà ce que je vivais, je ne savais même pas si c'était ça, mais en entendant ou bien en écoutant, en ayant vu telle vidéo, je me suis vraiment aperçue que c'était pas normal. Moi, à mon humble avis, j'allais opter pour ça. C'est peut-être moins frontal aussi que de venir s'asseoir dans un bureau pour en parler directement avec quelqu'un que je connais pas nécessairement. Je suis pas certaine que cette personne-là va comprendre ce que je vis.
en sachant même pas moi à la base si c'est ça, tu sais, si Exact. c'est de la violence sexuelle par exemple, fait qu'effectivement ça peut peut-être être moins confrontant comme Exact. manière là, de Ouais. faire. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vois le temps passer moi aussi, on a dit beaucoup de choses. Oui. Est-ce que, avant qu'on close ça, est-ce qu'il y avait, toi, quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à la MFI ou la réalité des femmes immigrantes dans les contextes de violence sexuelle? Ben, dire aux femmes que elles ne sont pas seules. Déjà, et dans la lutte que nous menons, oui, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'avancées qu'on doit faire, mais quand même, on n'était pas là 50 ans de cela. Et de leur dire, et aussi, et il y a, regardez, l'événement historique du 18 octobre qui s'est passé à Québec, c'est la marche mondiale, que dire aux femmes qu'il y a des organismes qui sont là pour les aider, qui sont là vraiment pour les aider pour les accompagner dans cette souffrance, dans tout ce qu'elle vit, de la violence conjugale, peu importe, sexuelle, économique, psychologique, et ce sont des choses qui sont inacceptables, et puis que nous sommes là pour elles, pour les accompagner, pour les aider, et puis dans leur reprise de pouvoir, parce que assez, c'est assez. Et il faut vraiment savoir que nous sommes là pour les accompagner et les aider. N'hésitez pas. Et aussi pour d'autres personnes qui sont témoins dans leur entourage des femmes qui sont victimes de violences conjugales, il faut vraiment, la famille, il faut vraiment être en alerte aussi. Il faut vraiment tenir le drapeau rouge pour dire que voilà, ou bien être capable de conseiller, de donner des conseils pour dire à une autre personne, à la personne qui est victime, voilà des ressources qui peuvent vous aider, parce que on n'est pas obligé d'être nous-mêmes victimes pour aider. Il faut être vraiment bienveillant. Il faut vraiment être en alerte et puis aider les autres personnes, même si c'est leur donner les ressources ou bien donner un numéro de téléphone. Et il ne faut pas oublier, SOS Violence Conjugale est là pour ça, pour qu'elle puisse, sur Google, peu importe la personne qui est victime peut aller, retrouvera le numéro d'SOS et SOS peut référer cette personne-là vers la maison qui a de la place au cas où la personne veut automatiquement, immédiatement aller en maison d'hébergement. Et puis aussi, une chose que je voulais ajouter, et être en maison d'hébergement n'est pas quelque chose que j'ai failli à ma mission en tant que femme. Non. Oui, c'est Très bon. C'est vraiment, et c'est un cheminement qui est essentiel pour aider la personne dans la reprise de son pouvoir, dans la reprise de tout ce qu'elle a perdu durant le moment où elle était victime de violences conjugales. Et de ne pas considérer le fait d'aller en hébergement comme une perte, comme j'ai failli à ma mission. Au contraire, c'est un levier pour te permettre à sortir de là. Du coup, n'hésitez pas, peu importe la maison, c'est sûr que du moment qu'il y a de la place, du moment que la personne aussi est volontaire pour venir, pour être accompagnée, elle trouvera de l'accompagnement. Voilà, merci. Je veux dire aussi que ça va toujours dans le respect du rythme de la personne ici à la maison. Tu n'es pas obligé d'aller en hébergement non plus, de parler service à l'extérieur. Exactement. SOS Violence Conjugale fait de l'écoute aussi. On va être transféré vers une maison pour une écoute téléphonique, par exemple. Fait qu'il y a plusieurs services. Exactement. Autre l'hébergement, mais l'hébergement. Violence info aussi. Violence info. Oui. Il y a plusieurs. Comme je ne voulais pas nommer toutes les maisons, comme je sais que SOS fait le dispatching des appels. Du coup, oui, comme tu as dit, Marie, c'est vraiment un aspect, respecter le rythme de la personne, être bienveillant, c'est vraiment des choses que la femme va retrouver dans une maison d'hébergement. Cynthia, merci d'être venue. On est très contente que tu sois venue. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Merci aussi. Je dis merci à vous deux et de nous avoir choisi également pour venir faire ce podcast avec vous. Et au nom de la Maison pour femmes immigrantes, je vous dis merci. Ça fait plaisir. Fait que merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Fait que merci. Bye bye.